Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du jeudi 16 avril. Durant cette séquence, nous allons corriger l'exercice que vous aviez à traiter sur les transformations physiques. Alors, je reviens juste un tout petit peu sur le cours qu'on a donc bouclé jeudi dernier, et en particulier sur les compétences exigibles associées à ce chapitre. Donc, ce que vous devez savoir faire, c'est pas très compliqué, hein, vous devez être capable de citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement. Donc, globalement, c'est ce tableau-là, savoir que le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion, dans l'autre sens, solidification. De liquide à gaz, c'est la vaporisation, et dans l'autre sens, la liquéfaction. Et de solide à gaz, c'est la sublimation, et dans l'autre sens, la condensation. Vous devez être capable d'établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état. Donc pour un changement d'état, l'espèce chimique reste la même, c'est juste son état physique qui change. Donc l'équation, eh bien, elle a par exemple pour la liquéfaction pour la fusion de l'eau, pardon, on a ce passage de l'eau solide à l'eau liquide ici. Voilà, on a l'espèce chimique, on la retrouve intacte. La seule chose qui change, c'est son état physique. Alors ensuite, distinguer, c'est un point important, fusion et dissolution. Quand on met du sucre dans de l'eau et qu'on agite, eh bien, il n'est pas exact de dire que le sucre fond. Le sucre ne fond pas, il se dissout dans l'eau. Le sucre est un soluté, l'eau est un solvant. Pour faire fondre du sucre, il faudrait que l'on mette le sucre sur une plaque chauffante et qu'on chauffe directement. Là, c'est pas ce qu'on fait. On le met dans de l'eau et donc on a une dissolution. On n'a pas le sucre qui passe d'un état solide à un état liquide. Il passe d'un état cristal moléculaire à un état aqueux, c'est-à-dire entouré de molécules d'eau. Donc il est dissous, pas la même chose. Alors ensuite, identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique. Alors on a trois transformations physiques qui nécessitent un apport d'énergie. La fusion, la vaporisation et la sublimation. Le système doit recevoir de l'énergie, il capte de l'énergie. Donc la réaction, elle est dite endothermique. A l'inverse, donc c'est celles qui sont en bleu ici. Celles qui sont en rouge, eh bien, l'espèce chimique libère de l'énergie. Quand le gaz passe à l'état liquide, donc la liquéfaction, la solidification ou la condensation, le système libère de l'énergie, il en cède au milieu extérieur, et donc on dit que la transformation, elle est exothermique. Et enfin, les derniers points, eh bien, c'est juste de connaître la relation entre l'énergie transférée lors du changement d'état et l'énergie massique de changement d'état de l'espèce. C'est la relation Q égale ml, et donc savoir exploiter cette relation pour trouver... Alors attendez, je suis allé trop loin, c'est ici. Donc ici, donc c'est cette ligne-là. Donc ça, vous devez connaître cette relation avec les unités, savoir à quoi correspondent les grandeurs Q, M et L. Et donc c'est ce qu'on va mettre en œuvre là dans les exercices de toutes ces compétences exigibles, ce qu'on va mettre en œuvre dans la correction des exercices ici. Alors moi j'avais rajouté ça qui n'est pas explicitement dans les compétences exigibles à la dernière ligne. C'est vrai qu'elle ne l'est pas, le lien entre puissance et énergie, mais c'est partie des compétences exigibles du collège. Donc vous pouvez quand même avoir à utiliser cette relation. Même si ce n'est pas explicitement au programme de seconde, il faut quand même connaître cette relation entre énergie et puissance. La puissance, c'est l'énergie sur la durée, ou l'énergie, c'est la puissance fois la durée. Le transfert thermique ici, Q, c'est bien une énergie, puisque ça s'exprime en joules. Les énergies s'expriment en joules. Voilà pour ce que je voulais faire dans le début. Et puis donc maintenant, on va corriger les exercices. Donc on commence. Dans l'état liquide, les liaisons intermoléculaires sont plus fortes que dans l'état gazeux, c'est vrai, donc réponse A, les deux autres étaient inexactes. Les molécules sont plus proches les unes des autres dans l'état liquide que dans l'état gazeux, donc les liaisons intermoléculaires sont plus solides, plus fortes dans l'état liquide que dans l'état gazeux. Dans l'état gazeux, les liaisons intermoléculaires sont plus faibles que dans l'état solide, oui, c'est ici pour la même raison que tout à l'heure. Hein, dans l'état gazeux, les molécules sont plus éloignées les unes des autres que dans l'état liquide, et encore plus que dans l'état solide. Les liaisons intermoléculaires sont plus faibles dans l'état gazeux que dans l'état solide. Réponse B. Troisième question. Si l'agitation des particules augmente, on peut observer une vaporisation. Donc quand on fournit de la chaleur au système, eh bien, les particules vont s'agiter de plus en plus,
Et quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, donc quand on fait une vaporisation, on est obligé de fournir de l'énergie, hein, la réaction est endothermique, et donc on voit l'agitation des particules augmenter. Ce n'est pas le cas quand on a une solidification, puisqu'une solidification c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. C'est pas non plus le cas quand on a une condensation, puisque c'est le passage de l'état gazeux à l'état solide. Ces réactions sont elles exothermiques. Donc la température diminue quand on a la température du système diminue quand on a ces réactions-là. Si un système absorbe de l'énergie, eh bien, s'il absorbe de l'énergie, l'état va être moins ordonné. Il va être plus désordonné, si vous voulez. C'est-à-dire que si on transmet de l'énergie euh, sous forme de transfert thermique à un système, il va être plus désordonné. Par exemple, le passage de l'état liquide à l'état gazeux, le système va absorber de l'énergie, les molécules constituant le système seront plus désordonnées à l'état gazeux qu'à l'état liquide. Alors, si un système absorbe de l'énergie, eh bien, les liaisons intermoléculaires se cassent. Bon, on l'avait vu dans la petite animation. Bon, ça, c'est pas à retenir, ça. Mais bon, il y a la question, donc on y répond. Lors de la fusion, un système capte de l'énergie du milieu extérieur, oui. Donc réponse A. Quelle transformation est endothermique? Eh bien, la fusion est une transformation endothermique. Le système reçoit de l'énergie pour passer d'un état solide à un état liquide. Donc c'est une transformation endothermique. L'énergie massique de changement d'état, elle s'exprime en joules par kilogramme. Donc, les unités sont également à connaître dans la relation Q égale ml. Là, l'énergie massique de changement d'état, c'est L. Et dernière question, quelle est l'énergie absorbée par 10 grammes d'eau pour passer de l'état solide à l'état liquide? Eh bien, on applique la relation Q égale ml. M, c'est 10 grammes, mais c'est 10-10-3 kg. 10-10-3 multiplié par 334 10 puissance 3, eh bien, ça nous fait 0,010 fois 334 10 puissance 3, ça nous fait 3,34 10 puissance 3, donc c'est la réponse B, ici. Donc vous avez les réponses qui étaient détaillées ici, et on passe à l'exercice 10. Donc dans cet exercice, on voit une casserole qui contient de l'eau. On reconnaît les molécules d'eau, hein, avec en rouge l'oxygène, en blanc l'hydrogène. Donc on a 2 blancs, 1 rouge, c'est bien H2O. L'équation de changement d'état, eh bien ici, c'est H2O liquide qui nous donne H2O gaz. Hein, c'est une réaction de vaporisation. Au cours de cette transformation physique, que peut-on dire de l'agitation des molécules et des liaisons entre les molécules? Bien, l'agitation des molécules, elle augmente quand on passe de l'état liquide à l'état vapeur, à l'état gazeux. Les liaisons entre les molécules s'affaiblissent, les liaisons intermoléculaires s'affaiblissent. Question 3, faire une phrase complète en utilisant un vocabulaire rigoureux pour expliquer ce changement d'état à l'aide du modèle particulaire. Alors, au cours d'une vaporisation, les molécules captent de l'énergie du milieu extérieur, puisque la réaction est endothermique. L'agitation est plus grande, les liaisons intermoléculaires peuvent se rompre, le désordre augmente, voilà ce qui décrit au niveau particulaire, donc au niveau microscopique, quoi. Ce qui se passe lors d'une vaporisation. Alors l'exercice 12, on vous dit que de l'éther versé sur la peau procure une sensation de froid. Expliquez ce phénomène. Eh bien, donc là, on nous dit que la température d'ébullition de l'éther c'est 35 degrés Celsius. À la température ambiante, donc aux alentours de 20 degrés Celsius, l'éther est liquide. Au contact de la peau, qui est à 37 degrés, eh bien l'éther liquide va passer sous forme gazeuse. Ce passage de l'état liquide à l'état gazeux, donc la vaporisation, est une réaction endothermique. Elle capte de l'énergie au milieu extérieur et elle va capter cette énergie à la peau. Donc la peau va transférer de l'énergie à l'éther et donc la peau va se refroidir. Si la masse d'éther est de 5 grammes, calculez la quantité d'énergie transférée, donc Q égale ml. Attention, M en kilogrammes, donc 5 10 moins 3 fois 376,5 kJ ici. Et donc ça nous donne 1,9 kJ, ou 1,9 10 puissance 3 joules. Alors le 13, les comètes. Alors un petit point sur les comètes, ça tombe bien, donc en ce mois d'avril, eh bien, il y a une comète qui se rapproche du Soleil, qui s'appelle Atlas, qui a été détectée il y a 2 ans maintenant. Et cette comète, donc elle se rapproche de plus en plus du Soleil. On dit qu'elle va bientôt être au périhélie, au plus près du Soleil. Et donc en se réchauffant, eh bien, on voit sa chevelure de plus en plus nettement. Et il est possible
voire même probable qu'en cette deuxième quinzaine du mois d'avril, on la voit à l'œil nu. Alors c'est pas encore certain, mais c'est possible. Donc essayez de regarder ça sur internet, vers dans quelle direction regarder, ou sur il y a des applications sur le téléphone qui permettent de scruter le ciel comme ça, d'abord sur le téléphone et puis ensuite de regarder dehors de votre fenêtre ou de votre jardin si vous en avez un, pour essayer de la détecter. Il est même, enfin, il y a une éventualité très faible, mais quand même, qu'elle pourrait être visible fin du mois d'avril en plein jour. Bon, ça c'est très peu probable, hein, mais sa jumelle, le corps qui a donné naissance à cette comète, eh bien en 1844 était visible en plein jour. Donc peut-être que ce sera le cas pour celle-ci. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer de la voir le soir. Alors, donc là, on vous présente les comètes. On vous dit que ce sont de petits corps de quelques kilomètres de diamètre, composés principalement de glace, d'eau et de poussière. Du fait de leur longue orbite éloignée, donc au-delà des dernières planètes géantes, donc viennent de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, ces objets se trouvent loin de toute source de chaleur, donc très froids. Lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, ces glaces se subliment, donc passage de l'état solide à l'état gazeux, et entraînent l'éjection de gaz et de poussière. Ce sont ces poussières qu'il est alors possible d'observer depuis la Terre, car elles diffusent la lumière et forment la chevelure de la comète. Donc l'équation de changement d'état de l'eau au cours de la sublimation, donc l'eau passe de l'état solide à l'état gazeux. Là, cette réaction, donc on l'appelle la sublimation. Donc H2O solide donne H2O gazeux. Cette transformation, elle est endothermique, hein, elle nécessite un apport de chaleur qui vient du soleil. Justifier la réponse à l'aide du texte, eh bien, alors deux parties, deux phrases ici, celle-ci, ici ces objets se trouvent loin de toute source de chaleur, et la deuxième partie ici, lorsqu'une comète se rapproche du soleil, les glaces se subliment et entraînent l'éjection de gaz. Donc c'est l'apparition, enfin c'est la proximité avec le soleil qui entraîne la sublimation. Calculer l'énergie nécessaire à fournir pour effectuer la sublimation d'un volume de 3,5 10 puissance 4 mètres cubes de glace. Alors, la relation c'est Q égale ml. Donc il nous faut M, la masse. On a le volume, on a la masse volumique de la glace. Donc avec ρ fois V, on va trouver la masse de la glace. Et ensuite multiplié par L, ici, l'énergie de changement d'état pour la sublimation. Et donc Q égale ml, on trouve la valeur. Énorme d'ailleurs, hein. 9 10 puissance 10 kilojoules. Donc ρ égale m sur v, m égale ρ fois v, tout est détaillé ici. Alors, exercice 16, l'acide acétique. Donc on vous dit que le vinaigre contient de l'acide acétique dilué dans de l'eau, hein. Le vinaigre c'est une solution aqueuse d'acide acétique. Les températures de changement d'état de l'acide acétique sont fournies ici. 17 degrés pour la fusion et 118 degrés pour la vaporisation. État physique à température ambiante, donc température ambiante c'est de l'ordre de 20 degrés. Donc on est au-dessus de la température de fusion qui est à 17 degrés et on est en deçà de la température de vaporisation, 118 degrés, donc l'acide acétique pur, il est liquide à température ambiante. Calculer l'énergie transférée pour réaliser la vaporisation de 250 ml d'acide acétique à 118 degrés Celsius. Q égale ml, seule relation avec Q égale P fois delta T aussi, mais relation à connaître pour ce chapitre. Donc Q égale ml, M égale ρ fois V. La masse volumique est donnée ici, en grammes par millilitre, le volume 250 millilitres, donc on trouve la masse. Attention, la masse on va la voir en grammes, donc il faudra la convertir en kilogrammes. Et alors pour la question 2, on cherche l'énergie transférée pour la vaporisation, donc on prend l'énergie massique de vaporisation, 395 kJ par kilogramme. Et pour la question 3, on cherche l'énergie transférée pour la solidification, donc on prendra l'énergie massique, l'énergie de changement d'état pour la solidification de l'acide acétique ici. Préciser si ces réactions sont exothermiques ou endothermiques. Alors pour la vaporisation, on doit fournir de l'énergie à l'acide acétique pour qu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc la réaction est endothermique. Alors que pour la solidification, donc le passage de l'état liquide à l'état solide, là à l'inverse c'est le système qui fournit de l'énergie à l'extérieur. Et donc là c'est une réaction qui est exothermique.
Alors ensuite un exercice où on vous précisait le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur géothermique. Donc tout était décrit là, et puis vous aviez des questions à partir de ce texte, hein. Il fallait beaucoup exploiter le texte. Donc première question, identifier les parties de la pompe où des changements d'état ont lieu. Alors les changements d'état avaient lieu à deux endroits. Ces deux endroits, c'est l'évaporateur et le condenseur, comme on voit ici. C'était décrit ici. Donc là, on a la description de l'évaporateur. Le fluide frigorigène est amené de l'état liquide à l'état gazeux. Donc on a une réaction, donc on a une vaporisation ici, hein, c'est endothermique. Et on avait ici, dans le condenseur, le fluide transmet la chaleur au circuit de chauffage tout en passant à l'état liquide. Donc ça passe de l'état gazeux à l'état liquide. Donc ça, c'est une réaction exothermique, hein, la réaction s'appelle, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, la liquéfaction. Donc là, on a répondu aux questions 1 et 2. Indiquer toutes les différences que présente le fluide frigorigène entre l'entrée et la sortie du compresseur, notamment pour ce qui concerne l'énergie qu'il contient. Alors, entre l'entrée et la sortie du compresseur, donc c'est décrit dans la partie B ici, le compresseur c'est cette partie-là. Donc, le compresseur augmente la pression du fluide, ce qui augmente sa température. Donc le fluide voit sa température et sa pression augmenter, donc son énergie augmente. Les pompes à chaleur sont dites dithermes. Bon, ça c'était pas au programme, hein, mais voilà, c'était l'objet de l'exercice qui en parlait. Pourquoi on dit que c'est ditherme? Ditherme dit vous avez deux termes, ça vient de température. En fait, on a deux réservoirs de chaleur. On en a un réservoir de chaleur qui est une source, on parle de source froide, eh bien ce sera la maison, hein, ici, parce qu'elle va être réchauffée. Et on a une source chaude ici, et cette source chaude, eh bien, c'est le sol. Donc on va capter de l'énergie depuis le sol pour en libérer dans la maison. Ça va être l'objet ici. Bon, ça c'était pas très important, si vous n'avez pas trop saisi ici, c'est pas très grave. Et de même la dernière question, alors c'est bien de l'avoir compris, mais c'est pas non plus c'est pas un point crucial du cours du tout. On vous demande d'expliquer le principe de chauffage par géothermie. Donc on a un fluide, comme dans un réfrigérateur ou une pompe à chaleur, hein, qui va passer d'un état à un autre dans un circuit. Il va capter ou libérer de l'énergie. Au contact du sol chaud, le fluide liquide se transforme en gaz. Donc là, la transformation elle est endothermique. Il capte de l'énergie au sol chaud. Puis ce gaz est conduit dans la maison, se transforme en liquide en libérant l'énergie qu'il avait captée et il réchauffe ainsi la maison. La transformation là elle est exothermique. Donc le liquide est conduit à nouveau au contact du sol chaud et puis ça recommence comme ça pour réchauffer la maison. Voilà, c'est le principe général. Et enfin, dernier exercice. Donc dans les pompes à chaleur qui assurent le fonctionnement des climatiseurs circule un fluide appelé fluide frigorigène. Hein, c'est la même chose que dans les réfrigérateurs. Ce fluide subit une série de changements d'état physique, hein, comme dans la pompe à chaleur précédente, et permet ainsi des échanges thermiques. Alors, dans l'évaporateur, le fluide passe de l'état liquide à l'état gazeux. L'énergie transférée est alors de 607 10 puissance 3 joules. Calculez la masse de fluide concernée par ce changement d'état. Q égale ml, donc M égale Q sur L. L, eh bien, c'est donc on a le L de vaporisation ici, 180 kJ par kilogramme. Donc à convertir en joules, donc 190 puissance 3. Donc on va faire Q, enfin M, ça va être égal à Q divisé par L, donc 607 10 puissance 3 divisé par 180 fois 10 puissance 3, et donc on aura la masse, ça nous fait un peu plus de 3 kg. Quel volume cela représente-t-il? Eh bien, on sait que ρ, la masse volumique, est égale à M, la masse de l'échantillon, divisé par V, le volume de l'échantillon, masse du liquide divisé par le volume du liquide. On a la masse volumique, on a la masse du fluide. Le volume, ça va être la masse volumique divisée par la masse, ρ égale M sur V, donc V égale ρ sur M, donc masse volumique sur la masse. Et on aura le résultat en décimètres cubes, c'est-à-dire en litres, puisque 1 décimètre cube c'est un litre. Donc comme ρ égale M sur V, V égale M sur ρ. La masse, on l'a calculée ici, 3,376. La masse volumique est donnée. On a le résultat en décimètres cubes, et c'est donc en litres, donc 2,673 litres. Et enfin, donc dans le condenseur, le fluide subit une liquéfaction. Donc on avait dans l'évaporateur une vaporisation, dans le condenseur une liquéfaction. Sans faire de calcul, quelle serait la quantité d'énergie transférée dans le condenseur? Cette énergie est-elle captée ou libérée par le fluide?
Euh, on a la même quantité d'énergie qui est transférée puisqu'il s'agit du même fluide. Il subit juste la transformation inverse. On a la même masse de fluide qui suit juste la transformation inverse, donc on aura la même quantité d'énergie libérée, Q égale ml, hein, mais dans l'autre sens. Cette énergie est libérée par le fluide gazeux pour se transformer en liquide. Donc comme l'énergie est libérée, là cette fois-ci, la réaction elle est exothermique. Tout à l'heure elle était endothermique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne un peu de travail à faire pendant les vacances, en particulier reprendre les chapitres 6, 7, 8 qu'on a vus pendant le confinement. Vous aurez des QCM, 3 QCM donc sur 5 points, ce qui fera un total sur 15 la semaine de la rentrée, peut-être dès le lundi. Donc revoyez ça pour dès le lundi. Pour reprendre tout ce qui a été vu, et puis un petit exercice aussi pour introduire le prochain chapitre. Bon, j'espère qu'on se reverra physiquement à la rentrée et que le confinement sera terminé. En tout cas, restez confinés jusqu'à la fin. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt.